Donc aujourd'hui, nous allons parler de science et bouddhisme. Ce thème de la comparaison entre la science et le bouddhisme a déjà été traité par plusieurs auteurs, plus souvent bouddhistes que scientifiques. Leur conclusion paraît souvent assez simpliste, comme la science apporte la connaissance, le confort matériel, mais pas le développement spirituel et le bonheur comme pourrait permettre le bouddhisme. Certains font même l'apologie du bouddhisme en citant Albert Einstein. S'il existe une religion qui pourrait être en accord avec les impératifs de la science moderne, c'est le bouddhisme, alors que cette citation n'a jamais été authentifiée. D'autres vont jusqu'à affirmer le Bouddha savait déjà, il y a 2500 ans, ce que les scientifiques occidentaux ont commencé à découvrir il y a quelques siècles. En réalité, on ne peut comparer que des choses comparables sur des critères précis. Par exemple, on peut comparer la taille ou le poids de deux objets, mais on ne peut pas comparer un son à une couleur ou bien une superficie à une température. Et surtout, il faut bien définir les objets de la comparaison. C'est là que l'on s'aperçoit qu'il n'y a pas une science, mais plusieurs sciences, et un bouddhisme, mais plusieurs bouddhismes, chacun avec ses caractéristiques. Lorsqu'on parle de la science, il s'agit de la science en général, qui est définie comme un ensemble de connaissances et d'études d'une valeur universelle, caractérisée par un objet et une méthode déterminée et fondée sur des relations objectives vérifiables. Quant aux sciences au pluriel, il s'agit de branches de connaissances et d'études dans divers domaines qui se sont multipliées avec le temps. Elles peuvent être regroupées aujourd'hui en trois branches majeures. Les sciences naturelles, comme la physique, la chimie, la biologie, étudiant la nature au sens large. Les sciences humaines, comme la psychologie, la sociologie, l'économie, étudiant l'individu et la société. Et les sciences formelles, comme la logique, les mathématiques, l'informatique, traitant des symboles régis par des lois et des règles, mais qui ne sont pas empiriques comme les précédentes. Certaines sciences peuvent être à cheval sur deux branches, par exemple la psychologie, qui peut être considérée à la fois comme science naturelle et humaine. Enfin, sont appelées sciences appliquées les disciplines qui utilisent les connaissances scientifiques existantes dans un but pratique, comme l'ingénierie, la médecine. Quant au bouddhisme, dont l'histoire s'étend sur plus de 25 siècles, il ne peut être pris comme une entité unique, comme un ensemble monolithique, mais doit être distingué en au moins deux courants successifs. Celui enseigné par le Bouddha Gautama au 5e siècle avant notre ère, rapporté par ses disciples dans les siècles suivants, et fixé vers le 5e siècle dans le canon Pali et préservé par la branche du Theravada, c'est-à-dire le véhicule des anciens, dans le sud au Sri Lanka et en Asie du Sud-Est. Et celui qui a été développé ultérieurement par les patriarches et les auteurs des discours et des commentaires de la branche du Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule, laquelle s'est subdivisée en plusieurs écoles. Aujourd'hui, principalement l'école de la terre pure, et les écoles de la méditation, le Chan en Chine, le Zen au Japon, le Tien au Vietnam, dans tous ces pays d'Asie orientale. Et également les écoles du véhicule du diamant ou Vajrayana au Tibet et dans les pays voisins. Les développements ultérieurs du bouddhisme, au fur et à mesure que les centres bouddhiques se sont déplacés,
D'abord vers le nord-ouest de l'Inde, dans la région du Gandhara, au nord-est de l'Afghanistan et au nord du Pakistan. Ensuite, en direction de l'est, à travers les steppes et les déserts de l'Asie centrale, vers la Chine. Tous ces développements l'ont beaucoup modifié avec des écoles plus ou moins éloignées du modèle initial. Nous allons donc parler essentiellement du bouddhisme originel, c'est-à-dire de la doctrine philosophique du Bouddha Gautama, en précisant au passage d'éventuelles différences avec les écoles ultérieures du Mahayana. D'abord, on peut se poser la question, quels sont les points communs, les convergences entre la science et le bouddhisme? Tout d'abord, un objectif commun, la connaissance. Rappelons que scientia en latin signifie connaissance. Et Bouddha a comme racine en sanskrit Bouddh, qui signifie savoir. Le terme voisin, bodhi, signifie éveil, le fait de s'éveiller à la connaissance, à la lumière de la connaissance, d'où le synonyme d'illumination. Dans la tradition indienne ancienne, on distinguait 3 voies de délivrance. La voie de l'action rituelle, ou kama magga, la voie dévotion, la voie de la foi dévotion, ou bhakti magga, et la voie de la connaissance profonde, ou prajna magga. Le bouddhisme fait partie de la 3e voie, celle de la connaissance profonde ou de la prajna. Deuxième point commun, l'étude des phénomènes. La science et le bouddhisme sont tous les deux des phénoménologies, c'est-à-dire qui ne s'occupent que des phénomènes, des faits observables et vérifiables par l'expérience. Ils écartent les questions métaphysiques et ontologiques, telles l'existence de Dieu, l'origine de l'univers, du temps, etc. Le Bouddha a toujours refusé de répondre aux questions sans réponse, appelées avyakata. Par exemple, l'univers est-il infini ou non, éternel ou non, où va l'âme après la mort, l'âme et le corps sont-ils la même chose ou pas? Donc tout cela, le Bouddha a toujours devant ces questions gardé le silence. Ou bien, il a utilisé un parabole très connu qui est le parabole de l'homme blessé par une flèche. Supposons, dit le Bouddha, qu'un homme soit gravement atteint d'une flèche, qu'on lui fait venir un médecin et qu'il dise « Je ne veux pas qu'on retire cette flèche » avant de savoir qui m'a blessé, de quelle caste il est, de quel village il est né, de quel acte il s'est servi, de quelle matière a été faite la flèche, de quelle direction elle a été tirée, etc., etc. Alors cet homme mourrait certainement avant d'avoir des réponses. Le Bouddha a déclaré une phrase importante. De même que l'eau des océans n'a qu'une saveur, le salé. Mon enseignement n'a qu'un seul but, la délivrance de la souffrance. Donc la souffrance est vraiment le phénomène sur lequel le bouddhisme a focalisé son attention. Ce n'est que plusieurs siècles après la disparition du Bouddha que s'opérait vers le début de notre ère un retour à l'essentialisme qui existait déjà à l'époque du brahmanisme, c'est-à-dire un retour à la question de l'essence des choses avec des considérations métaphysiques apparues avec des sutras du Mahayana.
Par exemple, la notion de vérité absolue, ultime, la vacuité, l'incité, la nature de Bouddha, la conscience réceptacle qui persiste au-delà des vies. Donc tout cela sont des notions métaphysiques qui sont apparues beaucoup plus tard après le Bouddha. Troisième point commun, la notion de vérité. Dans la science, la notion de vérité, qui est l'objet de sa recherche, est toute relative et dépend du système scientifique dans lequel on se trouve. Elle peut donc évoluer avec le temps. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain dans un autre système. On parle alors de révolution scientifique ou de changement de paradigme. Dans le bouddhisme originel, la vérité, en pali satya, en sanskrit satya, est celle découverte par le Bouddha, notamment dans la pierre angulaire de son enseignement, les 4 nobles vérités, qui sont des vérités relatives sur le fonctionnement du monde. Le Bouddha n'a jamais parlé de vérité absolue avec un grand V. C'est un point important sur lequel il faut souligner. Par contre, dans les développements ultérieurs du bouddhisme, en Inde puis en Chine, avec le Mahayana, est apparue la notion de vérité absolue ultime, Paramartha Satya, qui est aussi synonyme de la nature de Bouddha, de l'incité, de la vacuité, etc., et qui s'oppose à la vérité relative, conventionnelle, ou Samriti Satya, enseignée par le Bouddha. En vietnamien, on appelle Chende, la vérité absolue, et Tokde, la vérité relative. Donc, ces notions de vérité absolue et relative sont apparues après le Bouddha. Quatrième point commun, l'esprit critique, la raison et l'expérience. À la différence avec d'autres maîtres spirituels, le Bouddha ne demande pas à ses disciples de croire en lui, mais d'examiner toutes les propositions et de les soumettre à l'épreuve de la raison et de l'expérience. Ainsi, au Kalama, habitant de la petite ville de Kesaputta, dans le royaume de Kosala, qui lui posait la question à qui croire quand des brahmanes ou des ascètes venaient prêcher leur doctrine. Le Bouddha répondit: ne prenez pas pour vrai tout ce qu'on vous dit, même si ces paroles viennent de votre maître. Ne prenez pas pour vrai tout ce qui est écrit, même si ces écritures viennent d'hommes sages. Ne prenez pas pour juste toutes les traditions, les rumeurs, les déductions, les analogies de toutes sortes. Mais lorsque vous savez par vous-même que certaines choses sont fausses et mauvaises, alors renoncez-y. Et lorsque par vous-même vous savez que certaines choses sont bonnes et vraies, alors acceptez-les et suivez-les. Une expression souvent utilisée par le Bouddha est eipasiko, qui signifie en pali « venez voir par vous-même », afin d'inviter les gens à venir voir les choses à la source et les expérimenter par eux-mêmes. Le cinquième point commun, c'est la foi ou la confiance. La science n'est pas basée sur la foi, mais sur la raison. Les scientifiques s'appuient sur des connaissances acquises antérieurement et transmises par ceux qui les ont précédés. En Inde, il existe 2 termes pour désigner la foi ou la croyance. Le premier terme, c'est la foi dévotion ou bhakti. Et le deuxième terme, la foi de confiance ou sada.
Dans le bouddhisme originel, il s'agit de la foi de confiance, saddha, c'est-à-dire de la confiance que l'on porte à un maître et un guide, qui est le Bouddha, et à une voie qui est le Dhamma, et non pas de la foi dévotion envers des déités ou des êtres surnaturels. C'est plus tard, avec la transformation de la doctrine bouddhique en une religion, notamment avec le Mahayana, et l'apparition de multiples Bouddhas et Bodhisattvas, qu'apparaîtra la foi dévotion, bhakti, dévotion en les Bouddhas et Bodhisattvas, et le culte des Bouddhas et des Bodhisattvas. Sixième point commun, la loi de cause à effet, le déterminisme. Dans la science, c'est le déterminisme scientifique stipulant que telle cause détermine tel effet qui a longtemps prévalu dans la mécanique classique à l'échelle macroscopique, avant d'être remis en question avec l'avènement de la relativité et de la mécanique quantique avec la notion d'indéterminisme, d'intercitude ou d'indéterminisme. Dans le bouddhisme, la notion de karma, qui existait même avant le bouddhisme. Autrement dit, la loi de cause et effet est essentielle, car elle détermine en grande partie la conduite éthique. Ainsi, une bonne action, c'est-à-dire un bon karma, entraîne un bon effet. Et une mauvaise action, c'est-à-dire un mauvais karma, entraîne un mauvais effet. C'est sur cette notion de karma, de loi, de cause et effet, que se détermine l'éthique bouddhique. Enfin, septièmement, la science et le bouddhisme partagent une vision holistique du monde. Cette vision s'impose d'emblée dans le bouddhisme, dans sa théorie centrale de la production conditionnée, Paticca Samuppada, ou production en dépendance, qui est résumée en quelques petites phrases. Quand ceci est, cela est. Ceci apparaissant, cela apparaît. Quand ceci n'est pas, cela n'est pas. Ceci cessant, cela cesse. Donc, dans tout l'univers, tous les éléments sont liés, interconnectés, interdépendants, interagissant entre eux. En science, cette vision holistique de l'univers devient de plus en plus évidente, que ce soit dans le fonctionnement en réseau des neurones ou sur la toile, dans l'interaction des forces interstellaires ou subatomiques, dans tous les écosystèmes de la planète ou de l'univers. Donc cette vision holistique du monde est partagée par les sciences, la science et le bouddhisme. Certes, il y a aussi des différences entre la science et le bouddhisme. La première différence, c'est l'objet de la connaissance, qui est sans limite pour la science, alors que pour le bouddhisme, il est limité à ce qui est utile à la cessation de la souffrance, qui est le principal but de la vie humaine. Il est raconté qu'un jour, le Bouddha se trouva dans un bosquet de Singsapa, qui est une plante avec des feuilles, comme vous voyez ici, près de Kosambi. Il ramassa alors une poignée de feuilles et s'adressa à ses disciples. Qu'en pensez-vous, ô moines? Quelles sont les plus nombreuses? Les feuilles dans ma main ou celles dans le bosquet? Les feuilles dans le bosquet sont bien plus nombreuses que celles dans votre main, bienheureux. En effet, moine, de la même manière, les choses que je connais sont bien plus nombreuses que les choses que j'ai enseignées. Et pourquoi ne les ai-je pas enseignées? Parce qu'elles ne sont pas liées au but, ne sont pas utiles à la vie juste
et ne conduisent pas à l'éveil, à la cessation de la souffrance. C'est pourquoi je ne les ai pas enseignés. En outre, la connaissance dans le bouddhisme est une connaissance profonde, complète. Panya en pali, prajna en sanskrit. Une connaissance profonde des réalités du monde, telles l'impermanence, la non-réalité du soi, la souffrance, telle que l'on ressent directement, comme l'a fait le Bouddha. Ce n'est pas une connaissance livresque, théorique, mais une véritable connaissance profonde des réalités du monde. Une deuxième différence entre la science et le bouddhisme, c'est que la science traite des réalités objectives du monde, alors que le bouddhisme s'occupe des réalités subjectives de la conscience humaine. C'est en cela qu'elle est une spiritualité, c'est-à-dire une méthode d'investigation et de direction intérieure de l'esprit. Mais ce qui est important de noter, c'est que le bouddhisme est aussi une science. Le bouddhisme est une science de l'esprit. C'est une psychologie. Le Bouddha étant le premier penseur à noter que ce qu'on appelle l'âme ou l'esprit ou le soi est en réalité formé d'un ensemble de 5 agrégats ou khandha, de forme ou corporalité, c'est-à-dire rupa, sak en vietnamien, et de fonctions mentales, comme les sensations, vedana, tha, les perceptions, sanya, turn, les formations mentales, sankara, hain, et les consciences, vijnana, tuk. Les consciences sont celles correspondant aux objets des sens, mais aussi aux objets mentaux, c'est-à-dire aux pensées, aux souvenirs, aux émotions. C'est une psychologie appliquée, car le Bouddha a montré que l'esprit peut être modifié grâce à un entraînement mental, la méditation, dont nous reparlerons. C'est surtout une médecine de l'esprit, une psychothérapie. Le Bouddha ayant fait preuve dans son premier discours sur les 4 nobles vérités d'une véritable démarche médicale. La première vérité sur la souffrance, c'est le diagnostic nosologique de la maladie. La deuxième vérité sur l'origine de la souffrance est le diagnostic étiologique de la maladie. La troisième vérité sur la cessation de la souffrance est le pronostic de la guérison de la maladie. Enfin, la quatrième vérité sur la voie qui mène à la cessation de la souffrance, c'est le traitement de la maladie. C'est pour ça que le Bouddha a été appelé aussi Paisaya Guru, c'est-à-dire le maître de médecine, qui est aussi le nom donné à l'un des Bouddhas du Mahayana apparu ultérieurement. La rencontre de la science et du bouddhisme, ce sont les neurosciences et la méditation. Les neurosciences n'ont vraiment débuté que vers la deuxième moitié du XIXe siècle en Occident, avec la mise en évidence de la relation entre un trouble du fonctionnement psychique et une lésion du cerveau, avec 2 types de troubles du langage, l'aphasie expressive de Broca et l'aphasie perceptuelle de Wernicke, correspondant à des lésions dans 2 régions différentes du cerveau. Ultérieurement, de plus en plus de correspondances ont été établies, non seulement au niveau macroscopique, avec une véritable cartographie anatomo-fonctionnelle du cortex cérébral, mais encore au niveau microscopique cellulaire,
avec la description du neurone au début du XXe siècle. Et vers la fin du XXe siècle, le développement fulgurant de l'imagerie médicale avec le PET scan et l'IRM fonctionnel et de l'électrophysiologie, devenant de plus en plus précis avec des résolutions spatiales de l'ordre du millimètre et temporelles de l'ordre du centième de seconde. C'est là où se produit la rencontre entre la science et le bouddhisme, par le biais du rapprochement entre les neurosciences et la méditation. Cette rencontre a été favorisée par la fondation en 1987 de l'Institut Mind and Life, réunissant des psychologues, des neuroscientifiques autour du 14e Dalai Lama, dans le but d'établir des passerelles entre les sciences et le bouddhisme. À partir des années 80 également, la méditation de pleine conscience ou mindfulness a été appliquée en médecine pour traiter des maladies liées au stress par Sean Kabat-Zinn, professeur de biologie à l'université de Massachusetts, qui a été inspiré par la méditation de pleine conscience enseignée par le maître zen Thich Nhat Hanh au village des Pruniers. Il nous a malheureusement quittés il y a 3 jours à la pagode de Hio au Vietnam, âgé de 95 ans. La méthode MBSR, ou réduction du stress, basée sur la pleine conscience, et les méthodes apparentées regroupées sous le nom de MBI, Mindfulness Based Interventions, ont été ainsi appliquées sur des millions de patients dans le monde, validées scientifiquement et enseignées dans des universités médicales. Cette rencontre, on pourrait même dire cette coopération, a été particulièrement fructueuse pour la science aussi bien que pour le bouddhisme. Du côté de la science, la compréhension du fonctionnement cérébral s'est accélérée grâce aux études scientifiques sur la méditation et plus particulièrement sur l'attention, qui était à la base de la méditation bouddhique. La juste attention, samasati en pali, chang nien en chinois, chánh niệm en vietnamien, a été enseignée par le Bouddha lui-même dans 2 sutras, le Satipatthana, ou établissement de l'attention, et l'Anapanasati, attention à la respiration. Depuis 2000 à 2015, le nombre de publications médicales sur la méditation de pleine conscience a progressé de façon exponentielle, allant d'une douzaine en 2000 à près de 700 par an, et aujourd'hui probablement autour de 1000 publications par an. Du côté du bouddhisme, les méditants ont pu bénéficier de l'éclairage apporté par les neurosciences sur les effets et les mécanismes d'action de la méditation, jusque-là demeurés plutôt ésotériques et mystérieux. Mais plus qu'une science, le bouddhisme est aussi une éthique. La science a pour seul objet la connaissance, quelle que soit son utilisation, ce qui veut dire qu'elle ne possède pas d'éthique en elle-même. Pour prendre un seul exemple, la science nucléaire permet de construire une centrale nucléaire pour fournir de l'énergie à des centaines de milliers de foyers, aussi bien qu'à fabriquer une bombe atomique pour détruire toute cette population. Le bouddhisme, lui, est une éthique, c'est-à-dire un ensemble de principes moraux guidant la conduite humaine. Cette éthique est basée sur les 4 nobles vérités, c'est-à-dire la souffrance, l'origine de la souffrance,
la cessation de la souffrance est le chemin qui y conduit. Ce chemin est formé de 8 sentiers, divisés en 3 groupes. Celui de la conduite morale, ou sila, avec l'action, la parole et le moyen d'existence juste. Celui de la concentration, samadhi, avec la concentration, l'attention et l'effort juste. Et celui de la compréhension profonde, panya, avec la vue et la pensée juste. Ainsi, on peut dire que le bouddhisme apporte à l'homme quelque chose de plus que la science, une éthique, qui est un ensemble de principes moraux guidant l'homme dans sa conduite de vie. Ceci dit, depuis quelques années, il commence à apparaître dans le milieu scientifique une question cruciale. Les neurosciences pourront-elles un jour remplacer l'éthique et la loi? En effet, étant donné que les progrès technologiques permettent de suivre l'activité du cerveau humain en temps réel et de déterminer des corrélations entre l'activité neuronale et les fonctions mentales avec de plus en plus de précision, on pourrait se poser la question si un jour une compréhension complète des bases électrochimiques de l'esprit pourrait rendre caduques les concepts actuels d'éthique, de droit et même de libre arbitre, jusqu'à les remplacer éventuellement. Nous ne rentrerons pas dans ce débat qui ne fait d'ailleurs que commencer. Mais on s'achemine en tout cas vers l'affirmation de l'unité du corps et de l'esprit. Autrement dit, que le cerveau et le mental sont la même chose. Comme le déclara sans détour le biologiste Derek Danton, le mental est ce que fait le cerveau. C'était aussi sans doute ce que pensait le Bouddha, pour qui chaque individu est formé d'un ensemble d'agrégats de matière physique et de fonctions mentales inséparables et intimement liées. En conclusion, on ne peut guère comparer la science et le bouddhisme, car il s'agit de 2 domaines distincts et par ailleurs très différents d'une branche à l'autre. Néanmoins, on peut souligner plusieurs points communs qui partagent ensemble. L'objectif de la connaissance, la méthode phénoménologique, la recherche de vérité relative, l'appui sur la raison et l'expérience et non pas la foi et la métaphysique, la loi de cause à effet ou le déterminisme et la vision holistique du monde avec interdépendance des choses. Une particularité du bouddhisme est qu'il est lui-même une science, une psychologie appliquée et une psychothérapie visant à soulager la souffrance humaine par un entraînement mental, la pleine conscience. C'est en cela que réside la rencontre entre les neurosciences et la méditation, se découvrant et s'éclairant mutuellement. Mais à la différence avec la science, qui en elle-même n'a pas d'éthique, le bouddhisme est aussi une éthique, un ensemble de principes moraux aidant chacun à agir dans le sens du bien pour soi-même, pour les autres et pour la nature. Rappelons, pour terminer, l'avertissement de François Rabelais, médecin et écrivain humaniste de la Renaissance, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je vous remercie de votre attention.